On va garder la télécommande. Et du coup, on va enchaîner avec 3 présentations qui vont nous permettre de rentrer de plein pied dans l'IA et les données en vie réelle. Et ça se terminera ensuite par une table ronde qui nous permettra de ramasser tous ces sujets avec vous verrez, des questions très sensibles. Réduire l'incertitude dans des essais cliniques et l'extrapolation de leurs résultats. Et on commence avec Alexandre Templier, président de Quinten Health. Et Alexandre, vous avez 10 minutes. Merci. Non, ça va aller, merci. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de m'avoir invité, le professeur Johannet en particulier. Et donc je vais vous parler d'essais cliniques aujourd'hui et de la manière dont les données de vie réelle permettent de mieux concevoir ces essais pour réduire l'incertitude, mais aussi pour extrapoler les résultats de ces essais. Donc on va parler expérimentation, observation. Je suis vraiment très heureux d'être là, en particulier parce que j'ai commencé en 1995 ma carrière en travaillant sur les dispositifs chirurgicaux implantables avec le professeur Wafas Kali, ici présent, et le professeur Lavas, cofondateur du laboratoire de biomécanique des arts et métiers à Paris. Et c'est cette expérience qui m'a fait prendre conscience très très vite que dans cette chirurgie de la colonne vertébrale, il y a un grand nombre de complications, puisque c'est à peu près 30% des cas qui amènent à des complications assez graves, assez importantes, pas anodines du tout. Et à l'époque, en 95, il y a 30 ans, rien n'était fait pour que ça s'améliore de manière systémique. Il n'y avait pas de capture de données, il n'y avait pas de cette culture de l'amélioration continue qu'on rencontre dans n'importe quelle industrie aujourd'hui. Et 30 ans après, force est de constater que les choses ont peu évolué, même s'il y a quand même une prise de conscience progressive. Après une douzaine d'années dans le domaine du dispositif, j'ai eu l'opportunité de... Et ça ne fonctionne pas, je suis désolé. Allô ? C'est ce que je fais, mais en fait, ça ne passe pas. Bon, ok. Donc je vais vous présenter Quinten Health, la société que je représente très rapidement. C'est une société qui a 16 ans, qui est spécialisée dans l'aide à la décision par l'apprentissage automatique. Donc le métier, c'est tirer de données historiques des enseignements en développant des algorithmes, notamment prédictifs, de classification, de clustering, pour améliorer les performances à venir. Alors ça s'applique à beaucoup de métiers, en particulier la santé, qui est notre spécialité. On s'est intéressé à beaucoup de données, notamment les données d'essais cliniques, mais aussi les données en vie réelle, ces données qui sont produites par le soin, les données médico-administratives, les données de registre notamment, et ces données qui sont absolument clés si on pense à un système de santé qui apprend au niveau systémique et pas simplement qui est poussé à s'améliorer par des recherches très ponctuelles qui souvent produisent des résultats qui ne sont pas forcément généralisables parce qu'ils portent sur des petits échantillons. On peut rêver d'une médecine qui fasse que l'expérience de tous soit mise au service de chacun. Et c'est là que cette donnée de vie réelle qui met le patient au centre permettrait d'imaginer une industrie beaucoup plus efficiente qui aurait des développements beaucoup plus courts, beaucoup moins coûteux. Parce qu'aujourd'hui, en fait, pour revenir à ce que disait le professeur Benamou, ce qui réconcilie les enjeux à la fois des médecins, des patients et de l'industrie, c'est qu'on est tous différents, en fait. Les différences interindividuelles qui existent rendent extrêmement compliquées les prescriptions à l'échelle individuelle, parce qu'on finalement, on ne sait pas trop ce qui va se passer, il y a trop de facteurs qui entrent en jeu, et ces mêmes différences interindividuelles rendent très compliqué le développement de produits de santé pour les mêmes raisons. Donc si on imagine des technologies qui permettent effectivement de tirer parti de ces données de vie réelle pour mieux comprendre l'hétérogénéité en question, eh bien on peut imaginer que non seulement des outils soient à disposition pour réduire l'incertitude dans la prise de décision des médecins, mais aussi dans la prise de décision des industriels, et c'est ce dont on va parler là. Donc la donnée de vie réelle permet de développer plus rapidement, et de manière moins coûteuse, de meilleurs produits, plus sûrs, plus efficaces, permet également d'aller plus vite vers cette médecine personnalisée qu'on appelle tous de nos voeux, mais aussi vers des politiques publiques basé sur des faits objectifs et quantifiés. Aujourd'hui, on est dans une extrême subjectivité avec des décisions qui sont essentiellement guidées par des contraintes budgétaires. Ça, c'est la réalité. On peut rêver d'un monde où des données un peu plus objectives sur le bénéfice-risque, sur le rapport bénéfice-risque, le coût, etc., soient un petit peu plus objectives. Donc, c'est de ça dont je vais vous parler, et je vais commencer par vous dire à quoi
pourrait ressembler, le futur assez proche, puisque ce que je vais vous décrire aujourd'hui, ce sont que des choses qui existent déjà. La question, c'est à quel point ça va passer à l'échelle dans des délais raisonnables. Et je vais parler beaucoup de laboratoires pharmaceutiques, je suis désolé, et peu de l'industrie du dispositif, mais ce que je vais vous dire est transposable. Donc, quand dans un essai clinique de phase 2, on commence à avoir des vrais résultats sur des vrais patients, eh bien, on génère ce qu'on appelle des données qui peuvent permettre de modéliser la réponse au traitement dans une certaine variabilité. On l'a dit tout à l'heure, le nombre de patients dans l'essai clinique est réduit. Ça génère quand même de l'information. On a un niveau d'efficacité en moyenne dans l'essai, et puis on commence à voir quels sont les facteurs qui peuvent influencer la réponse ou non. Ce début d'information, quand on le couple avec ce qu'on peut extraire des données de registre, mais aussi des données médico-administratives, bref, des données de vie réelle, on est capable, avec ces données de vie réelle, de modéliser l'hétérogénéité, la progression, la prise en charge, et d'utiliser les données d'essais cliniques pour les extrapoler, pour faire ce qu'on appelle des cohortes simulées. Donc on ne se limite pas simplement au contexte très restreint de l'essai clinique, mais on peut élargir, extrapoler les résultats de cet essai clinique à une plus grande diversité et à un temps plus long. Ça permet de simuler des essais de phase 3 et donc de régler les critères d'inclusion, d'exclusion, les critères d'efficacité, etc. Et ça permet d'optimiser les chances de succès des phases 3. Donc, d'augmenter les chances de succès, de les accélérer, notamment en les focalisant sur les patients qui évoluent plus vite, d'avoir éventuellement un contrôle synthétique quand pour des raisons pratiques ou éthiques, il est difficile, voire impossible d'avoir un contrôle randomisé. Et puis enfin, quand il y a des effets indésirables qui souvent mettent fin à un essai clinique, on a une chance de se dire, sur ce patient-là, en fait, il y avait des facteurs de risque hors produit, qui mettait ce patient à risque d'avoir cette complication qu'aujourd'hui, potentiellement, on attribue au produit. Deuxième usage, une fois que la phase 3 est produite, on peut utiliser les données de phase 2 et 3 pour avoir un modèle de réponse au traitement qui est plus robuste, et de la même manière de le coupler à ce qu'on peut extraire des données de vie réelle, pour cette fois-ci projeter dans le temps long, ce que va donner le traitement en vie réelle, avant même qu'il soit disponible sur le marché, pour réduire l'incertitude, notamment sur l'autorisation de mise sur le marché et la négociation des prix. Et ça, c'est clé, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai fossé entre une très bonne étude de phase 3 et une démonstration à 5, 6 ans, 7 ans de recul du rapport bénéfice-risque, du bénéfice vraiment généré par le traitement au niveau médical et médico-économique. Donc ça, c'est les usages qu'on peut imaginer. Pour ça, il faut être vraiment profondément ancré dans ce qu'on appelle la regulatory science, développer ça avec des autorités de santé, que ce soit l'Agence européenne du médicament, la FDA et d'autres organisations qui gravitent autour de celle-ci, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs en tant qu'organisation. Donc, quelques illustrations pour marquer les esprits. Un essai clinique, si on imagine que c'est la Formule 1, comme ça, la vie réelle, c'est plutôt ça. Et effectivement, c'est pas parce que une voiture fonctionne bien sur un circuit de Formule 1 qu'elle va bien se comporter en vie réelle. Et inversement, la donnée de vie réelle ne permet pas de jauger, de quantifier la performance nominale d'une des voitures. D'accord ? Donc c'est bien le problème des données de vie réelle, c'est qu'on ne peut pas en tirer des conclusions définitives, alors qu'un essai clinique permet de tirer des conclusions scientifiques, mais qui ne sont pas généralisables à la vie réelle. Vous voyez à quel point ces deux mondes sont interdépendants. On l'a vu pendant le Covid, il y avait cette dualité entre expérimenter et observer. Les deux sont complémentaires. Et il faut vraiment tirer parti de la donnée de vie réelle pour éclairer les décisions de design et d'extrapolation des résultats d'essais cliniques. Une autre manière de le voir, vous voyez à droite le temps long, si l'axe des ordonnées c'est la sévérité d'une pathologie et le temps en X, on voit que la pathologie c'est dans un temps long. Un essai clinique, on va voir par le petit bout de la lorgnette des évolutions qui sont souvent pas très amples, et donc on voit bien là aussi qu'un essai clinique, pour bien le concevoir, il faut vraiment inscrire ça dans une compréhension plus large de la maladie à laquelle on s'attaque. Donc c'est redire une autre fois différemment ce que j'ai déjà dit, mais en gros, ça résume le sujet en 3 grands axes. L'axe de la diversité, l'axe du temps et l'axe de l'exposition au traitement. Un essai clinique, par construction, c'est pas fait pour appréhender ces 3 axes. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour démontrer scientifiquement qu'il y a un lien de cause à effet entre l'administration d'un principe actif ou d'un dispositif et l'évolution d'un critère d'efficacité. C'est tout. On ne va pas pouvoir
tirer des conclusions sur ce que ça va donner à long terme ou sur toute la diversité cible par rapport au standard de prise en charge. En revanche, les données de Virel permettent d'appréhender, de réduire l'incertitude, de modéliser d'une certaine manière cette diversité à travers des sous-groupes, des clusters, cette évolution dans le temps, différencier les patients qui évoluent vite de ceux qui évoluent plus lentement, et puis la prise en charge, le standard de prise en charge, modéliser les différentes lignes de traitement dans leurs proportions relatives et puis les résultats que ça donne. Il y a plein de projets qui sont menés qui font ça. La question, c'est comment ça peut passer à l'échelle et comment ça peut faire évoluer la médecine et le développement des produits de santé. Bien, la réponse, je vais vous donner des exemples. Alors là, je vais aller très vite. Sur l'axe de la diversité, il y a plein de projets qui sont faits. On en a fait beaucoup, nous aussi, de clustering non supervisé, c'est-à-dire qu'on va trouver les groupes homogènes de malades dans une indication donnée, une pathologie donnée. Une fois qu'on les maîtrise et qu'on a validé leur robustesse, alors on est beaucoup moins soumis aux aléas qui sont dus à ces différences intergroupes. Deuxième exemple, modélisation de la vitesse de progression, ici dans une maladie rare qui est Huntington. Quand on est capable de différencier les patients qui évoluent vite de ceux qui évoluent lentement, on peut adapter la prise en charge, bien sûr, mais on peut aussi imaginer des designs, optimiser les designs d'essais cliniques pour que ce soit des essais plus courts, si on le fait sur les patients qui évoluent plus rapidement. Et puis la modélisation des lignes de traitement, j'en parlais tout à l'heure, ce sont des approches de ce type-là. Bien, une fois qu'on a fait ça, la question c'est comment est-ce qu'on passe de l'essai clinique à la projection sur ces trois axes, l'extrapolation. Eh bien, en utilisant des technologies telles que celles que je viens d'illustrer sur les trois axes et en faisant ce qu'on appelle une intégration, notamment une intégration bayésienne, vous avez ce principe qui consiste à dire je vais propager mon erreur quand je fais une modélisation. Ben là, c'est propager de l'information par le jeu des variables communes qui existent entre les essais cliniques et les données de vie réelle. Et ça, c'est possible, ça a déjà été fait plein de fois, et je vais vous donner quelques exemples très rapidement maintenant. Premier exemple, cancer de la prostate au stade précoce. Un produit qui arrive, qui a un résultat de phase 3 très positif, qui est homologué aux États-Unis et bloqué au niveau européen par l'IMA, qui dit très bien, mais c'est quoi le bénéfice-risque à long terme? Ben, j'ai qu'un essai clinique, je ne peux pas vous répondre. Oui, mais j'ai besoin de cette information, dit l'EMA, le CHMP, et en particulier sur la dysfonction érectile et l'incontinence urinaire. Il n'y avait pas le choix dans ce cas-là, et souvent, ces technologies sont utilisées quand il n'y a pas le choix. Et en l'occurrence, ce qui a été fait, c'est modélisation à partir de données de vie réelle longitudinales, de l'hétérogénéité, de la progression, de la prise en charge, et comme ça a permis, vous voyez la courbe rouge là à gauche, c'est la dysfonction érectile sur la prostatectomie. En jaune, la surveillance active, et en vert, la nouvelle thérapie focale, et qui a permis de montrer que le risque était moindre. Et pareil pour l'incontinence urinaire. Grâce à ces simulations, qui ont été soumises dans leur protocole avant d'être réalisées, et leurs résultats, le produit a été homologué. Il y a plusieurs exemples comme ça. La question, c'est à partir de quand ça va être recommandé de manière proactive par les autorités. Un autre exemple, démonstration qu'une prescription plus précoce d'un traitement dans l'insuffisance cardiaque, qui était niché en dernière ligne chez les patients les plus sévères, comme ça arrive souvent sur les nouvelles thérapies, eh bien, grâce aux simulations, il a été montré qu'en prescrivant ce produit de manière plus précoce, on pouvait économiser 30 à 50% d'hospitalisation et de décès précoces, et d'augmenter de 2 à 4 ans l'espérance de vie. Alors inutile de vous dire que ça a permis de faire bouger les choses, et à plusieurs années de recul, eh bien, on constate que ces prédictions se sont avérées vraies, et aujourd'hui les sociétés savantes en cardiologie recommandent cette classe de traitement en première ligne. Enfin, un exemple en France, avec la HAS, la commission de transparence, à qui une simulation a été proposée dans un cas où un produit était menacé de déremboursement, parce qu'il n'y avait pas de preuve du bénéfice à long terme de ce traitement, et donc il en fallait une. Et en l'occurrence, pareil, il y a eu ce bridging entre un modèle développé sur la base de données de vie réelle et les résultats d'essais cliniques, et simulation, ici vous voyez en bas à droite, avec l'intervalle de confiance sur l'ensemble de la population, histogramme de gauche et sur des sous-groupes. Et grâce à ces simulations où il y a cet intervalle de confiance, une décision a été prise, ça a contribué à obtenir une décision favorable, ce n'étaient pas les seuls éléments, et une étude confirmatoire a été conçue, designée grâce à la simulation, et vous voyez en gris clair, à côté de chaque histogramme gris foncé, ce qu'a donné l'étude confirmatoire, c'est-à-dire une confirmation de ce qui avait été prédit avec le modèle. Bref, si on se projette un petit peu, on peut se demander, il me reste 2 minutes, donc je vais conclure en 15 minutes, on peut se demander comment tout ça peut passer à l'échelle. À quoi va ressembler cette industrie
Et cette santé qui pourrait à un moment donné s'appuyer sur des jumeaux numériques d'individus et de populations. Eh bien, on peut imaginer qu'il y aura des modèles qui s'imposeront à chacun de ces acteurs industriels. Il n'y a aucune raison qu'ils arrivent tous avec leur représentation de l'hétérogénéité de la progression et de la prise en charge d'une maladie. Ce sont des réalités qui s'imposent de la même manière à tous. Et donc il y aura des modèles qui seront validés en transparence avec les autorités, qui seront utilisés par ces différents acteurs industriels. La France, l'Europe a une énorme carte à jouer pour développer ces modèles. Et bon, bah, on y participe, on n'est pas les seuls, et on espère qu'on fera des émules et qu'en tant que pays, en tant qu'Europe, on se positionnera sur ce sujet qui est clé et qui, encore une fois, s'appuie sur énormément d'expériences passées et qui consiste en fait à faire passer à l'échelle quelque chose qui existe. Donc nous, on le fait avec des partenaires que sont par exemple Unicancer. On développe ces modèles d'hétérogénéité, de progression, de prise en charge. Donc Unicancer, c'est sur le cancer du poumon. On a annoncé ça il n'y a pas très longtemps. Et puis avec la cohorte Constance, qui est une cohorte remarquable de plus de 200 000 citoyens français représentatifs de la population adulte française, suivis depuis plus de 10 ans, avec des bilans extrêmement détaillés, des données biologiques, des données de questionnaires, et chaînés d'ailleurs par défaut au SNDS avec toutes les données médico-administratives. Donc aujourd'hui, on s'attaque aux maladies chroniques pour commencer, et on cherche à justement montrer que c'est possible et ensuite ça puisse se généraliser à l'ensemble des pathologies. Et on a pour ça un projet européen notamment qui consiste entre autres, à aider à identifier les bons registres pour ceux qui souhaitent développer des études sur les données de vie réelle, et aussi à établir les guidelines, les recommandations internationales pour ce type de modélisation. Merci beaucoup.